De retour pour cette nouvelle case, c'est la deuxième qu'on fait, c'est Nicolas qui paye. C'est Nicolas qui paye, par Antonin Ferreira. Antonin, merci d'être là. Donc c'est Nicolas qui paye, mais qu'est-ce qui paye aujourd'hui? De quoi on va parler? Alors on va parler d'un de mes sujets favoris, le logement et le HLM. Alors aujourd'hui c'est une émission spéciale Argentine. Donc qu'a fait Milei depuis son ascension au pouvoir pour le logement en Argentine? Alors si on regarde ce qui s'est passé en Argentine depuis l'accession au pouvoir de Javier Milei, il a immédiatement abrogé une loi datant de 2020 sur les loyers qui imposait des baux de 3 ans, un encadrement des augmentations annuelles de loyer, des paiements en pesos. Et alors cette loi a entraîné une réduction significative cette loi de 2020 avait entraîné une réduction significative de l'offre. Et ce décret promulgué en décembre 2023, qu'il appelait un décret de méga, giga dérégulation, a permis en fait de libérer complètement le marché. Quel effet sur le marché justement? Alors, selon la Chambre immobilière d'Argentine, en décembre 2023, 6600 appartements étaient proposés à la location à Buenos Aires, j'espère que je le dis bien. Et Buenos Aires. Buenos Aires. Et ce chiffre est monté immédiatement à 19 000. C'est quasiment x3. Alors, du coup, vous le voyez bien, une explosion de l'offre qui a entraîné, qui se situe, on va dire, autour de 170% et qui a entraîné une baisse des loyers entre 27% et 40% selon les sources. C'est énorme. Et du coup, vous le voyez bien, déréguler, c'est la meilleure manière de libérer le marché et faire baisser les prix pour tout le monde. Mais c'est incroyable parce que j'ai l'impression de voir ce qui se passe à Paris. Où est-ce qu'on en est à Paris? Alors à Paris, on est encore à l'inverse, je veux dire. À Paris, on est à l'inverse. On a des baux, des loyers encadrés, des logements sociaux, des augmentations de prix et une pénurie de logements. On a tout ce qui se fait de pire, à commencer par l'encadrement des loyers qui avait été initié en 2019 et remis en place en 2023. Par les socialo-communistes. Par les socialistes et communistes de la mairie de Paris. Pour une fois, c'est pas une blague, on peut dire socialo-communistes. Socialo-communistes, effectivement. Et vous allez voir que les communistes adorent s'immiscer dans les affaires de logement. Et alors, effectivement, il y a cet encadrement qui permet de contenir les augmentations des prix. Mais selon une étude de Priceable à Paris, depuis 2021, le nombre de surfaces à louer, de petites surfaces, a baissé de 61%, ce qui est énorme et qui a forcément un impact sur à la fois les prix et aussi la possibilité pour les Parisiens de se loger. Et ça, c'est directement lié à cet encadrement des loyers. D'ailleurs, on a une vidéo de Yann Brossa à regarder. Yann Brossa, le socialo-communiste de la mairie de Paris. Je vous révèle aujourd'hui un nouveau scandale immobilier. Et cette fois-ci, c'est encore le co-living qui est en cause. Je vous en parlais il y a quelques semaines. Ces chambres louées à des tarifs absolument faramineux pour des toutes petites surfaces. Et cette fois-ci, c'est le diocèse qui est en cause. Très concrètement, comment ça se passe? On avait jusqu'à l'année dernière ici un foyer d'étudiantes où les jeunes filles payaient 550 € par mois. Et désormais, avec cette histoire de co-living, on a des loyers à 950 € par mois. Le propriétaire n'a pas changé. C'est l'église catholique à Paris. Alors on ne sait pas si on a affaire à des faux dévots ou à de vrais hypocrites. Mais toujours est-il que ces gens-là, qui sont censés normalement pratiquer une doctrine sociale, se font beaucoup d'argent sur le dos des jeunes qui ont besoin de pouvoir vivre dans Paris. Cette vidéo, moi, m'a rendu fou. Les salauds de prêtres qui veulent faire payer c'est-à-dire que loyer. comme tout bon communiste, il fallait qu'il s'attaque à l'église catholique, forcément, au diocèse catholique de Paris. Et il ne manque pas de souffle, parce que quand on regarde dans les faits, ce qui provoque la hausse des prix, c'est pas le diocèse, c'est directement la politique que mènent Yann Brossa et les communistes de la mairie de Paris depuis 2014. Parce que ce que peu de gens savent, c'est qu'en fait, non seulement les loyers sont encadrés et il y a une régulation du marché qui est extrêmement forte, mais la mairie de Paris a décidé d'atteindre l'objectif de 40% de logements sociaux, de logements publics et sociaux dans la capitale d'ici 2035. Et donc, 40%, c'est monstrueux. La loi SRU qui est déjà énorme, c'est 25%. C'est ça. Et pour ce faire, comme à Paris, il y a assez peu de surface constructible, ils rachètent des logements déjà existants. Donc ce que fait la mairie de Paris, c'est que sur tous les offres de vente à Paris, ils préemptent 40% des logements, ce qui fait que l'offre de marché privé est largement réduit, ce qui effectivement et forcément a un impact sur les prix du marché privé et même les espaces de co-living qui sont que le reflet de la demande du marché. Ce n'est pas la faute du diocèse si des jeunes filles peuvent payer 950 € par mois
pour se loger à Paris, c'est qu'elles en ont besoin. Et alors le pire dans tout ça, c'est que la mairie de Paris, pour se faire s'endette. En 2024, elle a franchi le seuil de 1,1 milliard d'euros pour racheter et dépenser dans le logement et le HLM. Et la dette entre 2014, donc l'arrivée d'Yann Brossat à la mairie de Paris, et 2025 a explosé de 4 milliards à 9,3 milliards d'euros. D'ailleurs, Jean Tibéry, le dernier maire de Paris, est décédé la semaine dernière. Et à l'époque de son départ de la mairie de Paris, la dette était de 500 millions. On est à 10 milliards depuis que les socialistes sont au pouvoir. Et c'est pas comme si Paris était devenu un lieu merveilleusement propre, magnifique, les routes sont bien. Non, non, c'est dégueulasse, il y a des trous dans la roue, il y a des craquettes partout. Totalement. Donc, à quoi ont servi ces 10 milliards d'euros? On aimerait bien savoir. Le clientélisme, ce que tu disais tout à l'heure sur l'Argentine, finalement, c'est un peu la même chose qu'on trouve chez les socialistes parisiens. C'est qu'ils préparent les futures élections. Ils savent très bien qu'en augmentant le nombre de HLM et en faisant venir des populations qui ne sont pas parisiennes dans Paris, ça leur assure un avenir électoral certain. Et malheureusement pour les Parisiens, aussi une forme d'insécurité et de conflit de quartier. Quand on voit par exemple les assassins, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le 13e arrondissement. Exactement, il me semble que c'était Elias. Le jeune Elias qui s'est fait assassiner pour un téléphone portable. Ces assassins bénéficiaient d'un HLM à Paris. Et d'ailleurs, il y avait l'assistante sociale parce qu'il y avait eu d'autres histoires avec les assassins d'Elias quelques mois avant. L'assistante sociale avait dit que c'est parce qu'ils n'avaient pas assez d'aide sociale. Oui, c'est complètement délirant. Mais ça, c'est à Paris. Mais à l'échelle de la France. Alors, vous allez voir que le problème n'est pas seulement limité à Paris, malheureusement. Nicolas paie aussi quand il n'est pas parisien. Alors, le logement en France et le HLM, c'est à peu près 40 milliards d'euros par an, soit 1,5% du PIB qu'on dépense dans le logement chaque année. Et alors, c'est compris de plusieurs choses. Des aides au logement, 20 milliards, dont l'efficacité, et là c'est la Cour des comptes qui le dit, est nulle, puisqu'en fait elles vont directement, ces aides, dans les poches des propriétaires, et elles permettent en fait aux propriétaires d'ajuster leur loyer à la hausse, ce qui en fait n'a aucun effet pour aider les personnes à se loger. C'est 20 milliards à perte. Après, il y a les allègements d'impôts, ce qu'on appelle des dépenses fiscales, parce que vous savez bien, en France, quand on exonère d'impôts, on appelle ça une dépense. Pour 13,7 Quand vous payez moins milliards, d'impôts, c'est une dépense pour l'État. Exactement, comme le diraient les socialistes. Donc 13,7 milliards d'euros. Ensuite, des subventions directes, 3,5 milliards d'euros, et des taux réduits pour les prêts. Tout ça, c'est la politique du logement en France, selon la Cour des comptes, et c'est des chiffres de 2021. Donc aujourd'hui, on se situe encore sûrement au-delà. Mais je croyais qu'il était libéral, Macron. Alors, ça reste à prouver. Il lui reste encore 2 ans pour le prouver. C'est vrai que pendant 8 ans, il n'a pas eu le temps. C'est ça. Mais alors, pour mettre ça en perspective, parce que 1,5% du PIB, on pourrait se dire, bon, après tout, c'est quasiment le budget national de la défense. C'est pas tant que ça. Mais c'est 2 fois plus que dans le reste de l'Europe, France incluse. Le reste de l'Europe en moyenne. Et alors, quand on regarde les chiffres, c'est encore plus délirant que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, en France, 6 millions de ménages, pas de personnes, de ménages, bénéficient des aides au logement. 5,3 millions de ménages ont un logement social. C'est-à-dire qu'un Français sur 6 en France vit en HLM. C'est 1/4 des logements en milieu urbain, 25%, et 3/4 de la population française est éligible au HLM. L'âge moyen dans ces HLM, il est de plus de 50 ans, donc ça ne bénéficie même pas aux jeunes qu'on pourrait dire de plus précaires. Et la France contient à elle seule 1/4 des HLM de l'Europe entière, qui compte en total 21 millions de HLM. Et alors, quand on y regarde dans le détail, le loyer médian, il y est de 4 000 euros par an, ce qui est vraiment très peu, pour un coût de construction de 156 000 euros. Et alors, ce qui est encore plus dingue, c'est que le taux de rotation dans ces HLM, comme personne ne veut quitter son dû, son acquis, il est de 8% par an. C'est extrêmement faible par rapport au marché privé. Et c'est un gros problème parce qu'il y a des listes d'attente qui sont monstrueuses. Alors, il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi pour le HLM, il y a la Caisse des dépôts et le livret A. Je pense que tu le sais, Garen. L'épargne des Français sert en grande partie à financer la construction de nouveaux HLM, puisqu'il y a 12,6 milliards d'euros par an qui sont alloués par la Caisse des dépôts à travers le livret A pour financer du HLM en 2023. Il y a aussi les collectivités locales qui financent à leur échelle le logement à hauteur de 3 à 4 milliards à travers des exonérations fiscales. Et puis après, il y a les dispositifs que vous connaissez sûrement, MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt'. Alors moi, j'ai découvert ça, MaPrimeAdapt', c'est pour les seniors qui souhaitent adapter leur logement face à la vieillesse. Et ça, c'est un coût de 1,5 milliard sur 5 ans. C'est énorme. Et MaPrimeRénov',
6 milliards qui ont été déjà engagés jusqu'ici et qui devraient continuer pour rénover énergétiquement les logements des Français. Mais comment on en est arrivé là? Alors l'histoire du logement et du HLM, elle est longue et elle remonte évidemment à la Seconde Guerre mondiale, l'après-Seconde Guerre mondiale. Initialement, après 48, l'idée c'était de reconstruire des logements pour les nombreux Français qui vivaient dans des bidonvilles, qui vivaient dans la rue après les destructions de villes entières comme Le Havre. Et on a créé tout un tas de dispositifs et d'aides comme l'allocation logement, ALF. Et en 58, on commence à créer les premières zones à urbaniser en priorité. C'est l'époque des 30 Glorieuses où l'État construit en masse pour loger un maximum de Français en très peu de temps. Alors il y a 197 ZUP qui sont créés entre 58 et 68 pour 2,2 millions de logements, essentiellement en HLM. Mais alors, l'histoire rattrape l'économie et en 1962, les rapatriés d'Algérie sont casés dans ces zones, dans ces HLM, parce qu'il faut loger énormément de monde très rapidement. Les pieds noirs, principalement. Et à partir des années 70, on commence à se dire, il serait peut-être temps de supprimer ces HLM qui ont fait leur temps, qui ont servi leur rôle, qui était de loger rapidement et temporairement des gens après la guerre. Sauf que c'est pas ce qui va se passer. Et en 1976, on a le début du regroupement familial qui fait que une grande immigration de travail arrive en France et de familles qu'il faut loger et qui se retrouvent également dans ces HLM de fortune. Et en 77, on crée l'APL, l'aide personnalisée au logement. Et alors, à partir des années 80, c'est là que les choses commencent à mal tourner. On connaît les premiers désordres entre familles françaises dans ces HLM et les familles immigrées, principalement algériens et marocains. Et l'État réagit immédiatement par la mise en place d'une politique d'animation et quelques destructions d'immeubles, mais qui ne viendra pas contrecarrer la dynamique du HLM en France. Dans les années 80, c'est 81 Mitterrand qui arrive au pouvoir. Tout à fait. Et alors là, c'est le socialisme qui s'installe et qui culmine en 2000 avec la création de cette loi, le passage de cette loi, la loi SRU, que tu connais bien, relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Qui veut dire qu'en fait... Qui veut dire en fait que à partir de cette loi, les grandes villes, plus de 3500 habitants, doivent avoir au moins 20%. 3500 habitants, c'est pas une grande ville. Hein. C'est pas des très grandes villes. Doivent avoir un minimum de 20% de HLM, ce qui est significant, enfin en français, c'est significatif. Significatif, pardon, significant. Et cette loi a été révisée en 2013 par la loi Duflot, qui a porté ce taux encore plus haut à 25%. Donc alors, 25% de toutes les nouvelles constructions doivent être des HLM. Normalement, dans les faits, oui. Alors, ce qui se passe, c'est que, évidemment, comme toujours en France, il y a des exceptions, il y a des différenciations, il y a des mesures particulières. Alors déjà, j'aimerais bien revenir sur l'origine de cette loi, parce qu'on parlait tout à l'heure de la mairie de Paris. Il faut savoir que la loi SRU a été portée par le ministre communiste de l'équipement et du logement de l'époque, Jean-Claude Guessot, comme la politique de logement parisienne a été mise en place par Yann Brossard. Et malheureusement, on le paye encore aujourd'hui. Et alors, cette loi SRU, effectivement, beaucoup de communes qui ne respectent pas sont contraintes à payer des amendes, sauf que le préfet peut aussi exonérer, selon certains critères, qu'on ne connaît pas vraiment dans le détail, d'exonérer ces communes d'amendes. Donc, certaines communes n'ont aucun logement social, mais ne payent pas d'amende. D'autres en ont 15%, payent des amendes. C'est un foutoir géant. Et sur 1031 communes qui aujourd'hui sont couvertes par cette loi, on estime que 64% au total sont hors la loi parce que la population refuse finalement qu'on installe autant de logements sociaux près de chez eux et on les comprend très bien. Bon, imaginons que je suis de gauche. Imaginons, c'est compliqué, mais imaginons que je suis de gauche. Je dirais, ça bénéficie aux Français les plus fragiles. Mais alors, pas du tout. Enfin, dans l'esprit, oui, mais dans les faits, c'est pas aussi simple que ça. Quand on regarde déjà qui bénéficie de ces HLM, alors il y a un très bon tableau qui avait été publié par l'INSEE en 2017 sur le recensement, qui montrait en fait les occupants des HLM selon les pays de naissance. Et alors, c'était assez intéressant parce qu'on pouvait voir, par exemple, que parmi les immigrés, qui en grande partie vivent en HLM, on le voit ici, 31% des ménages immigrés vivaient en HLM contre 25% en non-HLM. Selon certaines origines, par exemple l'Algérie, 50% des Algériens vivent en HLM, seulement 21% non-HLM. Pareil chez les Turcs, 48%. Pareil dans les autres pays d'Afrique, 48%. Là où chez les Portugais, ce n'est que 15%. Ou dans les autres pays de l'Union européenne, ce n'est que 9% qui vivent en HLM. Donc
ça ne bénéficie pas à tout le monde de la même manière, clairement. Et il y a un aspect aussi de coût et de retour sur investissement. Quand on regarde, comme je disais tout à l'heure, la France dépense 2 fois plus que le reste de l'Union européenne dans la politique de logement. On va voir sur le graphe qui va apparaître. Mais pourtant, on pourrait se dire, tiens, mais les Français dépensent moins pour se loger. Et alors, pas du tout. C'est ça qui est dingue, c'est que les Français dépensent plus que les autres Européens pour se loger, 26% de leur revenu total, contre 24% dans le reste de l'Union européenne. Donc, cette politique de logement, elle est complètement inefficace. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, plus on crée de HLM, plus ceux qui ne vivent pas en HLM payent cher leur loyer. C'est ça, et c'est la démonstration. Qui l'eût cru, vraiment. Et c'est à chaque fois toujours la même chose, faire la même erreur et attendre des résultats différents. C'est la définition de la folie. Et donc, on a le contraste ici entre la situation française où on dépense des sommes folles et les Français ont du mal à se loger, et l'Argentine où, grâce à Javier Milei, en dérégulant le marché, les Argentins peuvent se loger plus facilement pour moins cher. Ou alors peut-être on devrait faire 100% de HLM. Alors ça, je suis pas sûr. À mon avis, je suis pas sûr d'être d'accord. Je suis pas sûr de voter là-dessus, Garen. Ah mais en fait, donc il y a les Français qui vivent en HLM et qui payent moins cher leur loyer, et ceux qui vivent pas en HLM et qui payent plus cher parce qu'ils doivent payer en plus pour le HLM des autres. On crée un système à 2 niveaux et c'est ce qui se passe aujourd'hui à Paris. Et malheureusement, je crains que si on atteint ce stade de 40% de HLM, on bascule vers ce que tu décrivais, c'est-à-dire le 100% HLM. Parce que le communiste crée des problèmes qu'il veut régler avec toujours plus de communisme. C'est toujours comme ça dans l'histoire. Ça va être quoi la solution ? La solution, c'est déjà de bien voter. Il y a les élections municipales l'année prochaine, n'oubliez pas. Hein. C'est ça, et d'informer les Français, parce que les Français, malheureusement, ils ont encore cette idée que la politique de logement, en fait, elle vient en aide aux plus démunis, que si demain on n'avait plus de HLM, on aurait des millions de gens à la rue. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que la France arrivait à loger les gens sans le HLM pendant des siècles. Et c'est une construction complètement d'après-guerre qui a été complètement dévoyée aussi, puisque l'idée du HLM à l'origine, c'était vraiment une solution temporaire et pour permettre ensuite aux Français d'accéder à la propriété, ce qui n'est plus du tout le cas, parce que vous le voyez bien, les gens ne quittent pas leur HLM et ils ont plus de 50 ans maintenant, les occupants. Donc c'est des gens qui s'accrochent à leur logement et qui ne veulent pas l'abandonner. Et même on le voit parfois avec des élus. Je ne sais pas si tu te souviens, Garen, mais les époux, les époux Garrido, Corbière, qui occupaient un HLM alors qu'ils étaient devenus députés. Mais parce qu'effectivement, une fois qu'on est installé, on est tellement bien qu'on ne veut plus partir. Et d'ailleurs, la gauche a refusé un amendement qui prévoyait que les gens qui dépassaient les seuils financiers, parce qu'il y a des seuils financiers pour être en HLM, mais une fois qu'on est installé dedans, on ne part plus. Donc il y avait un macroniste qui avait proposé à ce que, quand votre salaire dépasse les seuils... Il me semble que c'était Guillaume Kasbarian. Il me semble que c'était Gasparian, mais un des rares macronistes libéraux. Oui, alors on se demandait ce qu'il faisait chez les macronistes, mais il avait proposé donc que quand vous atteignez le seuil fiscal où vous devez sortir du HLM, que vous en sortiez. Ouais, la gauche sûr. a dit non. C'est-à-dire que même si vous gagnez 10 000 euros par mois, on veut que vous restiez dans votre HLM. Au nom de la mixité sociale, et c'est aussi ce que pointe la Cour des comptes dans son rapport, parce que tous les chiffres que je viens de citer, ça vient de la Cour des comptes. Hein, c'est pas, je sors pas de mon chapeau. Et la Cour des comptes, elle n'est pas non plus connue pour être une institution ultralibérale. Et la Cour des comptes, c'est ce qu'elle dit dans son rapport, c'est qu'en fait, on veut, et la gauche veut, créer de la mixité sociale forcée. Donc finalement, les critères d'éligibilité du HLM deviennent si larges que finalement, même les gens qui ont des revenus assez confortables peuvent être éligibles. Et pour créer de la mixité. Sauf que du coup, les vrais démunis ne peuvent plus accéder au HLM et ils sont sur liste d'attente pendant des années. Eh bien... Toujours comme ça en France, Julien. C'est comme on connaît les saints, on les adore, hein, comme on dit chez moi, hein, c'est infernal. C'est une situation qui risque malheureusement de durer parce que je pense que, comme on a dit tout à l'heure, les Français sont attachés encore à cette forme d'interventionnisme étatique dans absolument tous les champs de leur vie. Ils sont biberonnés, drogués aux subventions publiques, donc c'est ce qui m'inquiète un peu. Après, ils sont attachés comme la corde au pendu. Hein. Voilà, ils sont attachés comme la corde au pendu. Après, on peut espérer que dans les années à venir, il y ait certaines idées qui commencent à se développer en France, et à mon avis, c'est le cas. Mais à mon avis, on a encore un long chemin à parcourir, et puis les dégâts sont tellement importants qu'il va falloir se mettre au boulot. Bon, privatisez-moi tous ces HLM et que Nicolas ne paye plus. Merci beaucoup Antonin Ferreira, président de l'Institut pour l'audace politique. On va passer à notre prochain invité.